Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Je m'appelle Gaëlle, je travaille à la médiathèque Landowski de Boulogne-Billancourt et je vais vous présenter aujourd'hui une sélection d'ouvrages qui ont pour trait commun de mettre en valeur chacun une facette du monde sauvage. Pour commencer, bien sûr, un fabuleux documentaire sur le monde animal, mais aussi des romans dans lesquels la nature occupe une place centrale, ainsi qu'une histoire montrant que le sauvage est aussi celui qui ne suit pas les codes établis par la société dans laquelle il évolue. Je terminerai par une bande dessinée évoquant la jeunesse de Robert Louis Stevenson, le célèbre auteur de L'île au trésor, mais aussi de L'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Partons ensemble en balade à la rencontre du monde sauvage. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Les éditions Duno ont publié en 2020 un ouvrage intitulé « Les secrets du monde sauvage » avec pour sous-titre « Les pouvoirs extraordinaires des animaux ». Il est le résultat de la collaboration de 3 auteurs britanniques, Jamie Ambrose, Derek Harvey et Esther Ripley. Alors que les 2 premiers sont des passionnés de nature, la 3e, Esther Ripley, a un fort penchant pour l'art et la littérature. Et c'est ce qui fait toute l'originalité de ce livre, qui est à la fois un ouvrage de biologie très sérieux, délivrant des informations scientifiques sur les spécificités des membres du règne animal, mais également un livre d'art nous offrant de très belles photos, ainsi que des doubles pages consacrées à la façon dont les animaux ont été perçus et représentés dans différentes civilisations et à différentes époques. Dans une première partie, les auteurs commencent par apporter quelques définitions, et d'abord la toute première, qu'est-ce qu'un animal ? En effet, l'animal se différencie d'une plante ou d'un champignon par la structure de son corps, car dans la plupart des cas, il dispose de nerfs et de muscles. Mais la distinction n'est pas toujours évidente. Par exemple, les éponges sont-elles des animaux ou des végétaux ? La réponse se trouve page 12. Puis, les auteurs nous emmènent à la découverte de la diversité du monde animal grâce à des thématiques transversales qui amènent à comparer, à rapprocher des animaux qui ne font pas obligatoirement partie de la même famille. Il sera d'abord question de forme et de taille, puis de squelette, de peau, de poils et d'écailles, avant d'observer le fonctionnement des différents sens. Oui, les oiseaux sentent aussi. Il paraîtrait, comme indiqué page 171, qu'ils produisent même une odeur propre à chaque individu, leur permettant de se reconnaître et de localiser leur nid. Les bouches et mâchoires, les pattes et tentacules, les ailes et nageoires sont passés en revue, avant de terminer par un chapitre sur les œufs et les petits. Le but du livre est d'éveiller la curiosité en proposant des images précises, avec des vues grossies à l'extrême, permettant de bien observer les détails anatomiques de certaines espèces. Le lecteur ne peut que s'émerveiller devant la beauté ou l'utilité pratique de certaines caractéristiques des spécimens étudiés. De façon légère et ludique, il rassemble également des informations essentielles sur la diversité du règne animal. Nous pouvons par exemple y apprendre que les insectes de l'ordre des lépidoptères, les papillons, sont très repérables au fait que leurs ailes, comme leur corps, sont recouverts de minuscules écailles, si délicates qu'elles se détachent à la moindre friction. Au microscope, elles évoquent des tuiles de toit miniatures. Il se pourrait qu'elles piègent ainsi l'air pour plus de portance, ou qu'elles les aident à échapper aux toiles d'araignée. Elle leur confère surtout leurs couleurs extraordinaires. Page 280. Dans une page précédente est expliqué comment de nombreux animaux peuvent changer de couleur, chacun selon sa technique. Le caméléon, par exemple, utilise des cristaux situés dans des cellules cutanées appelées iridophores, qui réfléchissent la lumière, et qu'il déplace par contrôle nerveux. Page 108. Ailleurs, dans les parties consacrées à la représentation des animaux dans l'art, il est expliqué comment les hommes préhistoriques ont les premiers dessiné des animaux, comment les Égyptiens et les Romains ont aimé intégrer à leur vie et sur leurs fresques ou leurs mosaïques de nouvelles espèces,
comment des animaux fantastiques sont apparus dans les bestiaires médiévaux, les origines des représentations aborigènes parfois très anatomiques, et celle de l'art moghol montrant les animaux offerts aux puissants. Une place est faite aussi aux entomologues du XVIIe siècle et aux ornithologues du XIXe siècle, aux peintres expressionnistes, aux artistes de la dynastie Song, la dynastie chinoise des Song, aux artistes japonais, parmi lesquels figurent en première place Hiroshige et Hokusai. Une bonne dose d'art qui fait de ce volume un documentaire très charmant et très original, et qui nous fait un peu oublier son poids, 2 kilos à 4 grammes près. Pour conclure, un très beau livre à offrir ou à se faire offrir. Au fait, les éponges sont des animaux. Oui, c'est mieux de ne pas laisser une question en suspens. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Partons maintenant du côté des États-Unis pour notre premier rendez-vous avec un roman, celui de Case McCafferty, Buffalo Blues, dont la traduction française a été publiée en 2024 aux éditions Gallmeister. Ce roman policier met en scène les personnages de la shérif Martha Ettinger, oui, une femme shérif, et de l'ancien détective privé, toujours plus ou moins prêt à reprendre du service, Sean Stranahan. Ces deux-là ne sont pas des débutants. D'autres volumes ont raconté leurs enquêtes précédentes, Meurtre sur la Madison, Les morts de Bear Creek, La Vénus de Botticelli Creek, et encore Le baiser des Crazy Mountains. Mais pas de souci, si vous n'avez pas lu les volumes précédents, il est assez aisé de prendre le train en marche. Dans Buffalo Blues, un troupeau de bisons s'est précipité de façon incompréhensible d'une falaise. Seul un petit bisonneau semble avoir réchappé de cet accident. Mais les animaux ne sont pas les seules victimes. Un jeune homme d'origine indienne est également retrouvé, ayant lui aussi chuté dans le vide. Martha Ettinger commence son enquête, et très vite, une seule explication s'impose. Quelqu'un a provoqué et orienté la course des bisons vers l'issue fatale, s'inspirant vraisemblablement d'une technique de chasse ancestrale. Mais dans quel but ? Les bisons sont maintenant relégués dans des parcs naturels. Les Indiens sont retranchés dans des réserves. Les différentes instances administratives veillent à ce que chacun reste sur ses terres et n'en sorte pas, ou de façon contrôlée, les bisons un peu trop aventureux se faisant abattre en toute légalité. De son côté, Sean Stranahan essaye de venir en aide à une jeune femme d'origine indienne qui pense avoir reconnu son amour de jeunesse dans le bar de pêcheurs où elle joue la sirène dans un aquarium géant. Oui, c'est apparemment une attraction très prisée dans les bars de pêcheurs à la mouche du Montana. Il se trouve qu'une des pistes à suivre consiste en une pointe de flèche faite d'une pierre noire très spéciale. Justement le même genre de pointe de flèche qui a été retrouvée dans le corps du jeune homme, horriblement accroché à flanc de falaise. Probable que les deux enquêtes finissent par se croiser, mais laissons le suspense et le mystère s'épaissir. Bien sûr, les premières pages de ce roman sont assez dures, car elles sont consacrées au carnage provoqué par la chute des bisons. Mais il faut absolument réussir à les dépasser pour rencontrer tous les personnages de cette histoire foisonnante, qui donne à voir les grands espaces américains, leur nature XXL, et tous ceux qui y habitent, les pêcheurs à la mouche, les touristes, les gardes forestiers, les agents des différents organismes de contrôle, mais aussi les descendants des premiers Indiens d'Amérique. Les caractères et les pensées de chacun sont subtilement dépeints, par petites touches successives. Le passé des uns et des autres a façonné ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et les dialogues n'ont rien d'artificiel. La nature, les éléments météorologiques, la restitution des distances, le décor est très soigné et facilite l'immersion du lecteur dans cet univers sauvage, où les animaux ne sont pas forcément les seuls à avoir gardé un caractère sauvage. L'auteur semble très à l'aise avec son sujet. Il est lui-même un amateur de pêche à la mouche et rédacteur en chef du magazine de vie au grand air, Field and Stream. Son prochain roman à paraître en français sortira en librairie le 30 avril 2025, à la fin de ce mois, en même temps que la version poche du Buffalo Blues. Il y sera question d'une femme retrouvée morte dans la grotte d'un ours et ayant dans ses affaires un portefeuille marqué des initiales
H, qui pourrait bien être celle d'Ernest Hemingway, qui de son vivant avait sûrement lancé ses lignes ornées de mouches dans les rivières du coin. À ne pas manquer. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Maintenant, un petit tour par l'Australie, avec le tout nouveau roman d'Alexandra Lapierre, qui s'intitule « L'ardente et très secrète Miles Franklin », paru aux éditions Flammarion en janvier 2025. Très appréciée pour ses biographies romancées très documentées, Alexandra Lapierre nous offre cette fois-ci de découvrir la vie de Stella Maria Sarah Miles Franklin, ou plus simplement Miles Franklin, une écrivaine australienne qui a réellement existé et qui est née en 1879 en Nouvelle-Galles du Sud, que l'on nommera plus tard l'Australie. Stella Franklin a 20 ans en 1901. En empruntant le patronyme de l'un de ses ancêtres, Miles, qui était l'un des premiers forçats irlandais exilés en ces terres lointaines, elle vient de réussir à faire publier son premier roman, qu'elle a intitulé « Ma brillante carrière ». Imprimé à Londres par William Blackwood & Sons, ce livre décrit la vie d'une jeune femme vivant dans le bush australien, tout comme mademoiselle Franklin elle-même. Son emploi du temps est quasiment entièrement consacré aux tâches domestiques et au travail de la ferme, dans un décor soulignant l'immensité et la rudesse de ces terres sauvages. Il n'est en effet pas simple de faire prospérer des cultures et des élevages dans un environnement soumis à des sécheresses persistantes. Comme son personnage principal, Stella Franklin, la rebelle, ne rêve que d'une vie plus libre, sans l'autorité d'un mari et sans le poids de la religion, ce qui apparaît comme tout à fait scandaleux aux yeux de la société de l'époque. Mais contre toute attente, ce roman remporte un vif succès auprès du public. Les parents de Stella l'autorisent à se rendre à Sydney pour essayer d'y rencontrer des gens susceptibles de l'aider pour la suite de sa carrière. Elle va y faire la connaissance de confrères pas toujours désintéressés. S'ils peuvent profiter de l'aura de la petite, ils le feront. Ils essayeront peut-être même de la séduire, car cette jeune femme au physique et à la tournure atypique n'est pas sans charme. Mais ces messieurs n'ont qu'à bien se tenir. Miles n'est pas prête à céder à leurs avances, fermement décidée à préserver son indépendance. Elle va d'ailleurs rencontrer d'autres femmes préoccupées comme elle par la condition féminine dans la société de l'époque. Elle va rentrer dans le cercle de Rose Scott, une des premières féministes très actives d'Australie, qui l'aidera à évoluer dans ce nouvel univers. Car il n'y a pas que le bush qui soit sauvage. Un faux pas peut se payer très cher dans la belle société aussi. Miles va être amenée à voyager, aux États-Unis, en Europe aussi. Elle va exercer différents métiers, dont celui d'infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Elle va bien sûr continuer à écrire, sans toujours rencontrer le succès escompté. Mais là est sa passion. Vivre, observer, témoigner et inviter les femmes à réfléchir sur leurs conditions, en passant par la fiction, la version romancée de certaines de ses propres expériences de vie. Sa vie sentimentale ne sera pas simple, tiraillée entre les élans de son cœur et son désir de liberté. Le roman « Ma brillante carrière » est considéré aujourd'hui comme un classique de la littérature australienne et sa traduction française a été rééditée aux éditions Autrement en février 2025. Peut-être un peu grâce au roman d'Alexandra Lapierre qui a remis sur le devant de la scène sa si singulière autrice. Un autre des romans de Miles Franklin, paru pour la première fois en 1928, a été traduit en français, mais est actuellement indisponible. Il a pour sujet la vie difficile des éleveurs dans le bush australien. En tout cas, Alexandra Lapierre nous a une nouvelle fois ravis en nous offrant une biographie romancée originale, nous dévoilant les secrets d'une personnalité oubliée de l'histoire, en Europe en tout cas, probablement moins en Australie, et dont le parcours suit aussi la marche du temps, celle des époques qui se succèdent, celle des évolutions sociales. En retraçant le parcours d'une vie, Alexandra Lapierre déploie avec beaucoup d'élégance la fresque historique d'un demi-siècle. Les photos et les portraits qui figurent en fin d'ouvrage terminent joliment ce qui est également le résultat d'un rigoureux travail de recherche,
4 années d'enquête ont effectivement été nécessaires à sa réalisation. Une lecture enrichissante, pleine de surprises et d'un accès très facile. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Nous vous présentons aujourd'hui une sélection d'ouvrages qui ont pour trait commun de mettre en valeur chacun une facette du monde sauvage. Pour continuer notre promenade dans le monde sauvage, arrêtons-nous quelques instants maintenant avec Daniel Mason et son roman paru aux éditions Buchet-Chastel en août 2024, Seule restait la forêt. Ce roman commence au XVIIe siècle, quelque part en Amérique du Nord, dans le Massachusetts. Un couple s'est enfui dans les bois pour vivre leur amour critiqué par la communauté puritaine dont ils sont issus. Ces premiers colons font penser à Adam et Ève, dans un nouveau jardin d'Éden. Puis, d'autres chapitres suivent, souvent courts, mais parfois un peu plus longs, avec pour fil conducteur ce coin de forêt. Et c'est effectivement là que réside toute l'originalité de ce roman. Le personnage principal de l'histoire est cette forêt qui va voir défiler différentes générations d'humains et différentes époques. Le récit n'apparaît pour autant pas décousu, car l'auteur glisse subtilement toujours un lien entre chaque chapitre, un lien entre chaque époque. Il pousse même le jeu de l'écriture encore un peu plus loin. Il adopte pour chaque chapitre une forme d'écriture différente. L'un prendra le ton du récit historique, un autre le ton du roman policier, un autre encore sera une longue lettre d'un père à ses filles. Vous y trouverez aussi un poème, un compte-rendu médical, une partition de musique, un discours. Quelques illustrations s'immiscent aussi dans la trame. Cette grande diversité fait que le lecteur ne s'ennuie jamais et que sa curiosité est sans cesse titillée. À peine un chapitre terminé, que la hâte de découvrir la prochaine surprise nous fait tourner les pages. On traverse les époques en suivant les personnages qui se succèdent et aussi en observant la forêt et la maison qui est un jour construite. Une grande place est accordée à la nature, toujours très présente, parfois prolifique et bienfaisante, d'autres fois impressionnante et dangereuse. La forêt apparaît souvent comme un refuge, pour les corps et pour les esprits. Quelques fantômes s'invitent aussi. Et le chapitre décrivant la prolifération de spores qui vont endommager la forêt ne peut que laisser une marque dans l'esprit du lecteur. Vous croiserez également le peintre William Tell et son ami Erasmus Nash. Si vous acceptez de vous laisser surprendre, le dépaysement sera garanti. Des moments drôles alternent avec des moments pleins d'émotions. Ce roman invite aussi à la philosophie. Quelle est notre place dans le monde ? Quel est notre rapport au temps qui passe ? Que reste-t-il de nous, petits humains ? Le titre nous apporte peut-être un début de réponse. Seule restait la forêt. Et peut-être aussi quelques bons livres, et peut-être aussi une bonne dose d'émotion. L'auteur de ce roman, Daniel Mason, n'en est pas à son coup d'essai. Son premier roman, L'accordeur de piano, publié en 2002, a été apprécié par la critique et publié dans 28 pays. Il a remporté le prix du roman de l'évasion. Ses deuxième et troisième romans ont également été traduits en français. Un pays lointain, en 2007, et Au nom de Margaret, en 2018. Pour en avoir un petit goût, en voici les premières phrases. 1. Pour chapitre 1. Ils étaient arrivés en ce lieu dans la fraîcheur de juin, chassés du village par ses habitants, suivant les chemins tracés par les cerfs à travers la forêt, les vallées, les bosquets de fougères, les tourbières frémissantes. À quelle vitesse ils avaient couru ! De la vapeur s'élevaient des marais et des prairies. Des ronces avaient déchiré leurs vêtements, les réduisant en loques qui pendaient sur leurs épaules. Ils s'engouffraient dans des fourrés, se cachaient dans des arbres évidés et des tanières d'ours, tapant sur des bâtons avant de s'y glisser. Ils étaient maintenant sous la protection de la nature, lui disait-il. Ils avaient franchi les frontières de son règne. Page 15. Alors, n'êtes-vous pas tenté par ce doux roman sauvage ? Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré.
Et si le sauvage n'était pas seulement la forêt pleine de bêtes féroces, mais aussi cette partie de nous patiemment éduquée pour nous permettre de vivre plus ou moins paisiblement en société. Dans le roman de Jean-Pierre Brouillot, Martin Martin, publié aux éditions Bûcher-Chastel en 2013, le personnage principal réalise progressivement que quelque chose d'incompréhensible est en train de se produire. Tout le monde se met à dire à voix haute ce qu'il pense tout bas, sans se forcer, de manière tout à fait naturelle. Les situations embarrassantes s'enchaînent. Madame Buis, la plus fidèle cliente du boucher, révèle à tous ceux qui veulent l'entendre que la bavette servie la veille était presque immangeable, comme d'habitude. Le garagiste détaille à Monsieur Martin sa facture en lui donnant les véritables motifs, pourtant inavouables, de chaque ligne. Le candidat à la prochaine élection présidentielle revient sur chacune des mesures phares qu'il se proposait de mettre en place et les rectifie, forcément. Le patron de Monsieur Martin lui demande d'être sincère dans les réponses à envoyer aux auteurs qui leur ont remis leur manuscrit. Face à tant de bouleversements, et pris d'une soudaine inspiration, Monsieur Martin décide alors de poser une question importante à sa femme, Sibylle, artiste peintre. « Que penses-tu de moi ?»« Sincèrement, » ajouta-t-il, tout en présumant que cela était inutile, la sincérité étant devenue une véritable épidémie. Page 27. Il ne sera pas déçu par la réponse. Ou en fait, peut-être un peu, comme vous avez pu le deviner. Lorsque le vernis craque, tout semble pouvoir arriver. La vie monotone de Monsieur Martin, lorsque toutes les pensées sont dites, reprend des couleurs. Il se met à ressentir de nouvelles vibrations. De sa plume pleine de verve et parfois légèrement irrévérencieuse, Jean-Pierre Brouillot invite gentiment le lecteur à porter un œil critique sur les échanges convenus qui régissent la plupart de nos interactions. Et lorsqu'on cherche à en savoir un peu plus sur cet auteur, on s'aperçoit qu'il existe 2 Jean-Pierre Brouillot, écrivains. Non, ce n'est pas une blague. L'un est un écrivain voyageur, né en 1956, conférencier. L'autre, l'auteur de Martin Martin, né en 1969, a suivi une formation de juriste et est aujourd'hui maître de conférences en droit. Outre ses 5 romans et ses nouvelles, son œuvre compte aussi de la poésie et plusieurs pièces de théâtre, dont « J'admire l'aisance avec laquelle tu prends des décisions catastrophiques ». Elle a été jouée plus d'une centaine de fois de 2017 à 2020 au Festival d'Avignon, à Paris et en tournée, comme l'indique le site de référence bibliographique Electre. Voici un petit extrait de Martin Martin, celui de la facture présentée par le garagiste à Monsieur Martin. Bon Monsieur Martin, je dois vous dire qu'en plus de la révision des 20 000, on a été obligé de vous changer les injecteurs. Enfin, quand je dis on a été obligé, c'est une façon de parler. Ils marchaient très bien, vos injecteurs. Mais de toute façon, vous n'allez pas vérifier, je me trompe pas. Il ajoute encore un peu plus loin. Que voulez-vous? Quand on trouve un gogo, on va pas se priver. Les temps sont durs pour tout le monde. Page 12. Je ne préfère pas en lire davantage si jamais il y avait des garagistes parmi vous. De toute façon, rappelons bien qu'il s'agit d'une œuvre de fiction, que le personnage qui s'exprime sous la plume de l'auteur porte le nom de Corydon Aiglefine, et que toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé est tout à fait fortuite. Un peu d'éducation et de mesure nous aide à canaliser notre moi sauvage, mais ne parviennent pas à éviter que certains se comportent comme des loups, et d'autres comme des brebis. Les hommes et les femmes sont aussi des animaux, tantôt brebis, tantôt loups. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Maintenant, une autre destination qui montre aussi, et d'une autre façon, que le sauvage n'est pas forcément celui que l'on croit. Je vais vous parler du roman de Léonie Swann, Qui a tué Glenn, sorti aux éditions du Nil en 2007, réédité par 10-18, en poche donc, fin 2023. La communauté de Glenkill est en émoi. Le berger George Glenn a été retrouvé mort près de ses bêtes, une bêche dans le ventre. L'enquête démarre, menée par Miss Maple, la brebis la plus intelligente du troupeau. Elle va pouvoir compter sur l'aide d'Othello,
un mouton noir un peu étrange qui a connu le zoo de Dublin et un cirque avant de rejoindre le groupe, ainsi que sur les capacités de Mopple, un mouton plutôt enrobé. Si les moutons de ce roman restent avant tout des moutons, plutôt craintifs, et n'adorant rien de mieux que de brouter l'herbe fraîche, de plus larges perspectives sont offertes au lecteur. Les bêtes débattent, par exemple, de la question de l'âme humaine. Les hommes ont-ils une âme comme les moutons ? Et certaines espèrent accéder à la forme suprême de la sagesse, à savoir pouvoir sauter de la falaise et rejoindre les nuages du ciel, forme éthérée et parfaite, accomplissement d'une vie de mouton. Dans cette parodie de roman policier très réussi, l'auteur Léonie Swann propose de savoureux portraits d'hommes et de moutons et nous réserve de jolies surprises dans une écriture qui se démarque par son humour. Extrait de dialogue entre les moutons au tout début du livre. « Ce n'était pas un très bon berger, remarqua la petite Heidi, qui n'avait toujours pas pardonné à Georges de lui avoir coupé son imposante queue d'agneau à la fin de l'hiver. « C'est vrai, confirma Claude, la brebis la plus laineuse et la plus belle qu'on puisse imaginer. Il n'estimait pas notre travail à sa juste valeur. Les moutons écossais font cela mieux que vous. Les moutons écossais donnent plus de laine, etc. Il commandait même ses pullovers à l'étranger. Une honte! Aucun autre berger n'aurait humilié son troupeau à ce point. » Heidi, Claude et Mopple la baleine entamèrent une longue discussion. Ce dernier soulignant qu'au bout du compte, la valeur d'un berger se mesurait à la quantité et à la qualité de la nourriture qu'il donnait, et qu'à cet égard, il n'y avait rien, mais alors vraiment rien à redire au sujet de George Glenn. Pages 14 et 15. À petits pas, et grâce à la somme de leurs talents individuels, les moutons finiront par reconstituer ce qui est arrivé à leur berger, offrant au passage au lecteur une vision inédite sur la nature et les coutumes humaines. Ce premier roman, best-seller international, a été suivi par d'autres, notamment par Grey, un roman policier dans lequel un perroquet participe à la résolution de l'enquête concernant le meurtre de son propriétaire. Oui, même principe, mais exploité dans des contextes différents. Certains animaux sauvages domestiqués nous le rendent bien. Le sauvage est parfois très proche de nous. Et d'ailleurs, ne faisons-nous pas nous-mêmes partie de ce monde sauvage ? Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital Ambroise Paré. Nous approchons de la fin de notre voyage en terre sauvage, et je ne peux pas manquer de vous parler de la merveilleuse bande dessinée de Chanouga, qui s'intitule Merryman, souvenir d'une jeunesse écossaise, librement inspirée de The Merryman, une nouvelle de Robert Louis Stevenson. En 1870, le jeune Robert Louis Stevenson est à un tournant de sa vie. Il a 20 ans, est étudiant à Édimbourg et n'a aucune envie d'embrasser la carrière d'ingénieur au service du Northern Lighthouse Board, qui lui tend les bras. Passionné par l'écriture et la littérature, il refuse de marcher dans les pas de son père et de son grand-père. La tâche est pourtant noble. Les phares érigés contre vents et marées évitent aux navigateurs de faire naufrage sur les côtes découpées de l'Écosse ou sur d'autres plus éloignées. Mais Robert Louis a une santé fragile et ne s'imagine pas capable d'endosser cette responsabilité. Pour l'éloigner de son quotidien un peu trop oisif, son père le force à partir en mission un été pour surveiller l'avancée des travaux sur l'île de Du-Hartach, ou plutôt l'îlot rocheux qui sert d'ancrage au phare en construction à 24 km de la côte. Un peu déboussolé par ce changement de décor, Robert Louis ne tarde pas à y observer des éléments qui parlent à son âme sensible. Les limites du chantier dépassées, Ered était resté tel qu'au premier jour de la création. L'île dégageait d'étranges vibrations, comme hantée par les âmes des voyageurs celtes et des marins normands. Je baignais dans le grand air et dans les siècles passés. Tel un explorateur, je consacrais mes premières journées à arpenter cette terre sauvage. Pages 30 et 31. Il se familiarise avec le travail autour de la construction du phare, rythmé par les marées qui permettent ou non l'acheminement des pierres de granit nécessaires à l'édifice.
Son imagination vagabonde aussi, et il rêve de trésors engloutis par les flots. Les vents de tempête précipitant les navires chargés de richesses contre les brisants hérissant les abords des rivages. Il rêve aussi de femmes esseulées à venir délivrer d'un avenir incertain. La nature est belle et sauvage dans les pages de Shanuga. Quelle belle vague, quelle belle mer, même lorsqu'elle malmène les navires. Impossible de lutter contre sa puissance. On ne peut qu'attendre humblement, et souvent dans l'angoisse, la fin du tumulte. Attendre que la brume se pose et finisse par se lever sur des landes parsemées de moutons. Encore des moutons. Les couleurs de cette bande dessinée sont magnifiques, toutes de vert, de bleu et de gris, pour les terres, la mer, le ciel et les roches. La finesse des traits des visages des personnages nous les rend très réels et contribue à nous happer dans cette histoire, construite sur des faits avérés, mais agrémentée de rêves et de légendes. L'auteur suggère que ce séjour sur une île au plus près de la mer a nourri l'imagination de Robert Louis Stevenson, qui a pu s'appuyer sur ses souvenirs pour élaborer ses romans, que ce soit sa fameuse île au trésor ou les inquiétants Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Les cartes et les motifs celtes apportent une touche artistique supplémentaire non négligeable. Shanuga est un passionné de mer. Ses précédentes BD en témoignent. Il a notamment raconté la vie du marin français Narcisse Pelletier, oublié sur les rivages d'Océanie alors qu'il n'était qu'un mousse, qui a survécu avec et grâce aux autochtones et qui a été ramené en Europe et accusé d'être devenu un sauvage. Avec Merryman, voilà là à nouveau un très bel album qui invite au voyage et à la rêverie grâce à la description d'une nature sauvage, indomptable, une bande dessinée qui montre aussi la volonté d'un homme de sortir d'un chemin tout tracé pour affirmer sa singularité et son goût pour l'écriture et la littérature. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Merci d'avoir suivi cette émission. J'espère vous avoir distrait pendant 1 heure. Je vous souhaite un bon rétablissement et un retour rapide à la maison. Tout de suite, retrouvez la suite des programmes de La Voix d'Ambroise Paré. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet et notre page Facebook. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.